avoir un bébé qui a une fièvre importante, une altération de l'état général avec des diarrhées et vomissements. C'est lorsque vous examinez votre enfant que vous allez retrouver un ballonnement abdominal et une splénomégalie qui est discrète. Ça, c'est tout à fait au début. D'ailleurs, ce n'est pas facile de poser le diagnostic de leishmaniose quand vous êtes à cette phase-là. Ce n'est qu'à la phase d'état où vous avez le tableau type avec une fièvre folle, c'est-à-dire elle monte à 40, elle redescend à 37, après elle remonte à 39, elle redescend à 38, qui est le signe le plus constant au cours. Après, vous avez une pâleur qui est intense, vous avez une splénomégalie qui est très volumineuse, c'est une des plus grosses rates infantiles, d'accord, en équerre, ferme, mobile et indolore. Elle fait partie des grosses rates telles que la thalassémie et la maladie de Gaucher. Mais la thalassémie, la maladie de Gaucher, vous n'avez pas la fièvre. Quand vous avez une fièvre volumineuse à ce point-là, qui peut être un stade 5, avec une fièvre, vous devez penser à une leishmaniose. Une hépatomégalie, plus importante parfois, le plus souvent elle est modérée et pareil, indolore, régulière et ferme. Très souvent, comme c'est une maladie qui peut évoluer à bas bruit, il peut s'y installer une malnutrition, des adénopathies, un syndrome hémorragique, un ictère, des œdèmes avec acide, des manifestations pulmonaires, rénales, à type de néphrite, ou très souvent, vous pouvez avoir une protéinurie. Comment poser l'examen de certitude? Le parasite donc va retrouver dans sa forme, comme on a dit, vu, il va passer dans le sang. Donc, il va être retrouvé au niveau de la rate, au niveau du foie, au niveau de la moelle osseuse, au niveau du rein, dans tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour poser le diagnostic? Donc, dans sa forme un mastigote intra- ou extracellulaire, on fait une ponction de moelle. C'est l'examen clé, d'accord, qui permet de retrouver et d'identifier le parasite. La moelle va être colorée d'une coloration spéciale qui s'appelle la coloration MGG, May Grunwald et Gimda, pardon. La ponction splénique, la ponction biopsique, on ne la fait pas parce que vous risquez de faire une rupture de rate ou un hématome au niveau du foie. Parfois, par contre, on peut faire une ponction ganglionnaire ou une biopsie intestinale quand la moelle n'est pas encore infiltrée. C'est-à-dire que vous avez un tableau clinique qui est évocateur, mais vous faites une ponction de moelle qui revient normale. Et vous avez des ganglions et vous avez donc des signes digestifs et tout ça. Vous pouvez faire surtout une ponction ganglionnaire. Une fois la ponction, donc les parasitologues, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en culture cette ponction. Donc, sur milieu Nicole, McNeil et Novi, qui vont ensemencer à 25 degrés pendant 21 jours. La lecture donc, va montrer des formes comme mastigotes. Donc, la ponction de moelle directe montre les amastigotes et la culture montre les promastigotes. D'accord? La PCR permet de détecter l'ADN du parasite. Des fois, on n'y a pas recours, mais des fois, à l'étranger, c'est ce qu'ils font. Le test Leishmania Nested PCR, qui est récent, permet de faire le diagnostic et la surveillance du traitement, quand il a négativé ou pas. Nous aussi, ça, on ne fait pas. D'accord? Ça, c'est ce qu'on fait à l'étranger. Donc, la forme typique, c'est le nourrisson où vous avez le tableau clinique complet. D'accord? Les autres formes que vous pouvez rencontrer chez le grand enfant, elle est rare. La symptomatologie peut être pauvre et trompeuse. Vous pouvez avoir des formes chroniques qui évoluent lentement sur plusieurs mois. Elles sont très peu fébriles. Et c'est toujours la ponction de moelle qui permet le diagnostic. Les formes aiguës, où vous avez une installation brutale avec un tableau clinique rapidement évolutif qui peut vous orienter vers une leucémie. Et c'est la ponction de moelle, pareil, qui va vous permettre de vous dire non, c'est une infection leishmanienne. Vous pouvez avoir une forme hémorragique où le tableau d'hémorragie également est en premier lieu. Et pareil, vous pouvez penser à une hépatopathie maligne, type leucémie et autres. Vous pouvez avoir une forme où vous n'avez que la splénomégalie qui est là, importante et sans autres signes. Vous pouvez avoir des formes apéritiques, des formes œdémateuses avec une anémie sévère et une hypoprotidémie. Vous pouvez avoir, quand la localisation est hépatique, des formes ictériques. Parfois, vous avez des formes où l'arrêt rénal est en premier plan. Parfois, vous avez des formes où vous avez une atteinte oculaire, kératite, iritis, hémorragie rétinienne. Et dans les pays noirs, surtout, vous pouvez avoir une association paludisme leishmaniose. Chez nous, vous pouvez avoir association tuberculose leishmaniose, fièvre typhoïde leishmaniose, ou bien comme dans notre région, Annaba et autres, drépanocytose leishmaniose.
ou bien vous avez une surinfection pulmonaire bactérienne associée à une leishmaniose. Les diagnostics différentiels. Donc, essentiellement, qu'est-ce qu'on va prendre comme chef de file? C'est une splénomégalie fébrile chez l'enfant. Quelles sont les maladies qui peuvent donner, autre que la leishmaniose et splénomégalie fébrile? Vous avez la fièvre typhoïde, la mononucléose infectieuse, le cytomégalovirus, la brucellose, qui est en endémie en ce moment chez nous, le paludisme et les hépatites virales. Et c'est toujours la ponction de moelle qui nous permet de faire la différence. Exemple, fièvre typhoïde, vous allez avoir la sérologie de Vidal et Vrail qui va être, de Vidal et Félix qui va être négative, et vous faites une ponction de moelle, vous allez retrouver les corps de leishmanie. Les hémopathies malignes, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très souvent quand vous avez une forme hémorragique, fébrile, avec un syndrome tumoral fait d'hépatosplénomégalie. Vous avez le lymphome malin non hodgkinien, la maladie d'Hodgkin, une histiocytose X et surtout les leucoses aiguës, que ce soit la leucémie aiguë lymphoblastique ou la leucémie aiguë myéloblastique. Le traitement. Alors, vu qu'on a un parasite, donc le but de notre traitement va être de quoi? C'est de stériliser l'organisme de ce parasite, c'est-à-dire de le tuer. Et comme on a dit tout à l'heure que le tableau clinique est souvent donc catastrophique, hein, d'accord? Vous avez des hémorragies, vous avez des anémies, vous avez des surinfections, vous avez une malnutrition. Donc, et le traitement est un traitement qui est assez lourd quand même, hein, d'accord? Donc, vous êtes obligé de rétablir l'état hémodynamique, de stabiliser votre enfant. S'il a une anémie sévère, vous ne pouvez pas commencer votre traitement si vous n'avez pas transfusé votre enfant. S'il a une surinfection pulmonaire, digestive ou autre, entamer une antibiothérapie, d'accord? Si l'état général est altéré tel qu'une malnutrition, donc donner une alimentation hyperprotidique, hypercalorique, d'accord? Entamer une corticothérapie. Si vous avez des troubles hydroélectrolytiques, par exemple par diarrhée, vomissement, tout ça, hypokaliémie, hyponatrémie, donc vous perfusez, vous corrigez votre kaliémie, vous corrigez votre natrémie, votre calcémie, d'accord? Avant de débuter un traitement spécifique. Si vous avez une forme hémorragique par thrombopénie, vous donnez donc essentiellement des corticoïdes, d'accord? Des transfusions de concentrés plaquettaires pour essayer de restaurer l'état hématologique et hémodynamique de votre enfant. Et commencer donc le traitement spécifique. Qu'est-ce qu'on utilise en Algérie? En Algérie, on utilise les dérivés de l'antimoine, qui est le glucantime. C'est une ampoule injectable de 5 ml qui contient 425 mg d'antimoine. La posologie est de 20 mg par kilo par jour en 2 injections, d'accord, en IM profonde. Si votre enfant fait 10 kg, vous allez donner 200 mg, 100 mg le matin en IM et 100 mg le soir en IM. Le traitement, donc il faut être surveillé. Comme je vous ai dit, c'est un traitement qui est assez lourd. Donc, il nécessite une surveillance clinique rigoureuse parce que si vous avez une apparition des effets secondaires, vous arrêtez votre traitement. Ces signes, donc les effets secondaires sont appelés des signes de stibio-intolérance. Vous pouvez avoir l'apparition d'éruptions cutanées, l'apparition de myalgie, de diarrhée qui n'existait pas auparavant, de vomissements importants qui n'existaient pas auparavant, l'apparition d'hémorragies graves qui n'existaient pas auparavant, un syndrome bulbaire qui est fait de toux-cochluchoïde, d'hyperthermie et de tachycardie. L'apparition d'un de ces signes impose l'arrêt du traitement et de passer à une autre molécule. Même si vous avez terminé votre traitement, vous devez surveiller encore votre enfant parce qu'à long terme, à moyen et long terme, c'est-à-dire, vous pouvez avoir l'apparition des signes de stibio-intoxication qui peuvent se voir à la fin du traitement et même après l'arrêt. Ces signes de stibio-intoxication peuvent être rénales, tubulaires ou glomérulaires, myocardite, hépatique et des polynévrites. Quand on ne peut pas utiliser la glycantine, c'est-à-dire quelles sont les contre-indications. Si vous avez un enfant qui a une insuffisance cardiaque, vous avez un enfant qui a des maladies rénales auparavant ou bien hépatiques graves, si vous avez un syndrome hémorragique ou bien une tuberculose pulmonaire. Comme je vous ai dit, syndrome hémorragique, donc vous devez le traiter, rétablir des concentrés plaquettaires, des corticoïdes. Maladie rénale, il faut voir s'il est en insuffisance rénale ou hépatique grave, vous ne pouvez pas rien faire, vous changez de molécule ainsi qu'insuffisance cardiaque.
tuberculose pulmonaire, vous instaurez un traitement antituberculeux. Une fois il est imprégné, une fois s'il est BK+, il est négatif, que vous commencez votre traitement à glucantier. D'accord? La durée totale du glucantier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'OMS préconise de faire 3 semaines de traitement. Vous faites votre ponction de moelle, vous posez votre diagnostic. Ça, c'est l'OMS. Hein. Vous mettez 3 semaines de traitement, vous refaites une ponction de moelle. S'il est négatif, vous arrêtez votre traitement. En Algérie, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, le traitement, c'est 1 mois en Algérie. Vous mettez votre traitement. Une fois 15 jours, vous faites une ponction de moelle. Si la ponction de moelle est stérile, vous continuez 15 jours et vous arrêtez le traitement. D'accord? Si votre moelle est encore présence, n'est pas négative à J15, vous refaites donc 15 jours de traitement. À J30, vous refaites une ponction de moelle. S'il a stérilisé, vous refaites 15 jours de traitement et vous arrêtez. S'il n'a pas stérilisé, vous changez de traitement. D'accord? C'est compris ou est-ce que je recommence l'explication? Vous répétez, s'il vous plaît. D'accord. Alors, l'OMS, c'est clair, c'est 21 jours et vous faites la ponction de moelle. Si elle est négative, c'est bon, vous arrêtez le traitement. Si elle est positive, vous refaites une autre cure et vous arrêtez le traitement. Chez nous, en Algérie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez à J1 commencé le traitement, d'accord? À 15 jours, vous refaites une ponction de moelle. Si cette ponction de moelle est stérile, vous n'avez plus de corps de leishmanie, vous continuez 15 jours de traitement et vous arrêtez votre traitement, d'accord? Vous refaites plus de ponction de moelle. J15 négatif, on termine le traitement jusqu'à J30 et c'est bon, l'enfant est guéri. Si à J15, vous avez trouvé encore des corps de leishmanie, vous refaites 15 jours de traitement. À J30, vous refaites une autre ponction de moelle pour voir est-ce qu'il a stérilisé ou il n'a pas encore stérilisé. S'il a stérilisé, vous continuez 15 jours de traitement et vous arrêtez. Ça va vous faire au total 1 mois et demi de traitement. D'accord? Si à J30, il n'a pas encore stérilisé, vous changez de molécule. Les autres molécules qu'on peut utiliser donc dans les autres pays anglo-saxons, là je parle de l'Inde. L'Inde, ils utilisent le pentostam. D'accord? C'est une autre molécule qui a encore des effets secondaires plus importants que le glucantine. D'accord? Les autres pays donc, développés, ils utilisent l'amphotericine B, telle que la fingizone dans sa forme étape. Mais par exemple, dans les pays développés comme la France, la Grèce, l'Italie, vous savez que dans ces pays-là, le sud de la France, le sud de la Grèce, l'Italie, tout ça, ils ont eux aussi la leishmaniose, d'accord? Ils utilisent eux l'ambisome, qui a moins d'effets secondaires et qui commence à être introduit en Algérie. Mais on ne l'utilise pas en première intention, d'accord? On essaye de le garder si on a des formes de résistance, on utilise l'ambisome. D'autres pays peuvent utiliser l'allopurinol aussi, mais gardez en tête l'ambisome et le glucantine. Critères de guérison. Quand est-ce que vous déclarez votre enfant guéri? Il y a des critères, ce qu'on appelle les critères de Giraud. Il faut que votre enfant soit apéritique plus de 2 mois. Il faut qu'il ait une reprise pondérale, c'est-à-dire qu'il commence à grossir, à reprendre, à avoir des joues, etc. Quand vous faites votre ponction de moelle, elle est stérile. Vous avez absence de parasites à la ponction de moelle. Vous avez une négativation de la sérologie, d'accord? Réaction immunofluorescence indirecte. Elle est négative. Vous avez une réaction, ça on n'utilise pas en Algérie, d'accord? Une réaction positive de l'IDR de Monténégro. Quand vous êtes, on n'utilise pas en Algérie. Alors, l'IDR de Monténégro, c'est une IDR qui m'a l'IDR à la tuberculine. Quand vous avez une leishmaniose viscérale, elle est allergénique, elle est négative. Quand vous guérissez, vous avez apparition de papules. Donc, à l'étranger, quand ils font une IDR à Monténégro, l'apparition de papules est un signe de négativité. D'accord? Que vous avez stérilisé votre leishmaniose. Excusez-moi, je crois qu'il y a une plaque qui a sauté hein, tout à l'heure. Attendez, je vais voir parce que le diagnostic. Il y a une plaque qui a sauté. Ah voilà, c'est cette plaque qui a sauté. Je reviens, Baka, juste le diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait pour rechercher le corps de leishmanie? Qu'est-ce qu'on fait? On fait donc, je vous ai dit, la ponction de moelle qui est l'examen de certitude. Mais on fait aussi une sérologie, c'est ce qu'on appelle la sérologie leishmanienne. C'est la réaction d'immunofluorescence indirecte. D'accord?
c'est sur un tube sec, on en voit en parasitologie. Elle est dite positive si le taux est supérieur ou égal à 1 sur 80. D'accord? D'accord? Positif supérieur ou égal à 1 sur 80. C'est-à-dire qu'on a comme supérieur, vous donnez cette sérologie, la parasitologie te répondait comme 1 sur 90, maintenant elle est positive. D'accord? 1 sur 100, elle est positive. OK? Alors, dans les critères de guérison, c'est vous faites une ponction de moelle, donc elle est négative, et vous refaites la sérologie, comme elle est inférieure à 1 sur 80. D'accord? Et également, donc, dans les autres, ils utilisent la technique d'immuno-enzymatique ou bien la recherche d'antigènes solubles dans les urines. Là, on utilise beaucoup plus la sérologie léchmalienne ou bien appelée la réaction d'immunofluorescence indirecte. Voilà. Parce que j'ai. Voilà. D'accord? Donc, les critères de guérison. Apérixie, reprise pondérale, stérile, ponction de moelle stérile, sérologie négative, d'accord? Et IDR de Monténégro dans les pays développés positifs. La prophylaxie, donc il faut lutter contre le réservoir. Donc, le préservoir primaire, c'est pas évident. Hein. Éviter le contact avec les animaux sauvages, les rongeurs, tout ça. Réservoir secondaire, c'est surtout l'abattage des chiens errants et malades. La lutte contre les vecteurs, c'est la suppression des sites, donc contre le phlébotome, urbanisation bien conduite, usage d'insecticides et la protection des sujets réceptifs. Qu'on a dit, ce sont les bébés inférieurs à 4 ans et surtout les moins de 1 an. Par utilisation de phlébotomère à maille serrée, c'est qui m'a les moustiquaires, d'accord? Mais la maille, elle est encore plus petite que la moustiquaire. Produits répulsifs qui mettent sur les… Il faut faire attention d'ailleurs à cette utilisation. Isolement des chiens, quand vous avez des fermes grandes et tout ça, de les fermer la nuit dans des endroits protégés durant la nuit pendant toute la saison chaude pour éviter qu'ils ne soient piqués par des phlébotomes. Et je vous remercie. Donc, la leishmaniose, c'est une maladie fréquente et il existe un traitement que si elle est diagnostiquée et traitée convenablement, donc la guérison est possible. Mais si elle évolue sur son propre compte sans être traitée, l'évolution est mortelle dans 100% des cas. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Donc, on peut passer à l'autre cours.